Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui, je renoue avec mon sujet de prédilection, la cybersécurité. Et je vais vous parler d'un pionnier du secteur. Cela fait plus de 30 ans qu'il protège 2 millions de particuliers et de centaines de milliers d'entreprises à travers le monde, grâce à son antivirus. Une innovation née en 87 qui a reçu des dizaines de récompenses. Les plus connaisseurs auront sans doute reconnu EZ, premier éditeur européen d'antivirus. En tant que tel, EZ était l'un des premiers à rejoindre cybermalveillance.gouv.fr et est partenaire d'Europol, d'Uclusif et de la Cyber Task Force. Pour nous en parler plus en détail, j'accueille aujourd'hui Benoît Grunemwald, expert cybersécurité et porte-parole d'EZ France et Afrique francophone. Après une formation dans la prévention et la maîtrise des risques au CNPP, Benoît s'est dirigé vers la cybersécurité et depuis plus de 20 ans, il est porte-parole de cet éditeur auprès des particuliers, mais aussi des entreprises de toute taille. Benoît, bonjour et merci d'être au micro de la Robe numérique. Bonjour Oriana. Alors, première question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu un peu vieux jeu, l'antivirus ? Ah oui, tout à fait. L'antivirus, c'est tout à fait vieux jeu et l'antivirus est mort. Vive l'antivirus. Aujourd'hui, on a une suite multicouche qui comprend d'ailleurs tellement de couches que si je pouvais les nommer au début de ma carrière dans l'antivirus, je le faisais de tête. Aujourd'hui, je pense que j'aurais un peu plus de mal. Et donc, on est face à une multitude de technologies qui vont surveiller les entrées et les sorties du poste de travail. D'ailleurs qui a pris plein de formes, hein, smartphone, ordinateur, tablette, etc., téléconnecté. Et c'est secondé par d'autres technologies, et je pense notamment à l'EDR qui fait le buzz et qui est bien utile et complémentaire à l'antivirus. Alors justement, pour l'antivirus, on voit ça comme le premier gardien de notre sécurité. En tout cas, c'est ressenti comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus un ordinateur quasiment vendu sans un antivirus déjà préinstallé. Vous avez été vendu à la Fnac, vous étiez, je dirais, en front pour les particuliers. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous trouve encore partout? Et si oui ou non, eh bien pourquoi? Alors, il y a 2 éléments qui sont importants dans ce que tu dis. La première chose, c'est que si on a le réflexe d'avoir sur son ordinateur un antivirus, ou on va dire une suite de sécurité, hein, parce que ça va bien plus loin, je pense au VPN, je pense au firewall, je pense au gestionnaire d'identité, gestionnaire de mots de passe, etc. On n'a pas encore le réflexe de l'avoir sur son smartphone. Et pourtant, le smartphone, c'est rien de plus qu'un très très petit ordinateur, hyper puissant, toujours connecté à Internet, et surtout qui contient l'intégralité de notre vie numérique. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Le réflexe est là pour les ordinateurs, pour les serveurs chez les pros, mais pas encore sur le smartphone. Et la deuxième partie de la question, qui est aussi une partie qui fait partie de notre ADN, c'est où est-ce que l'on peut nous trouver, où est-ce que l'on a pu nous trouver. Eh bien, je dirais on a extrêmement misé sur le réseau de distribution depuis plus de 20 ans, c'est notre ADN. Et ce qui fait que on a pu un peu nous trouver à la Fnac et chez Surcouf pour ceux qui s'en souviennent, c'était pas vraiment là où on était le plus distribué. On a monté un réseau qui est aujourd'hui aux alentours de 3500, on va dire, partenaires, prestataires informatiques, ESN, intégrateurs. On a par exemple un intégrateur qui met nos solutions dans les machines qui servent à s'enregistrer dans les aéroports. Donc quand tu pèses ton bagage, etc., forcément c'est un ordinateur derrière, et il faut protéger cet ordinateur, et pareil pour les caisses, etc. Et donc ces réseaux de partenaires, on les accompagne, on les forme, on prend leurs besoins spécifiques, et c'est à travers eux que l'on touche aujourd'hui à la fois des millions, tu le disais, des millions de clients, et aussi par ce type de partenariat, on protège 1 milliard d'internautes à travers le monde. Et ça, c'est un très gros partenariat avec notamment Google et le Google Play Store. C'est colossal. Alors, avant d'expliquer sur quel outils et quelles solutions on peut déployer votre licence, moi, je voudrais qu'on revienne à quoi ça sert un antivirus. Tu le sais, moi, j'aime bien qu'on m'explique les choses comme si j'avais 4 ans. À quoi sert l'antivirus? Je pense que c'est important de le rappeler parce que il y a beaucoup de solutions aujourd'hui et du coup, c'est bien de pouvoir faire le tri en fonction de leur objectif. Euh, et d'avoir une vue claire là-dessus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert l'antivirus?
Et c'est effectivement important. Donc l'antivirus, c'est vraiment, la base. Alors il y a très, très, très longtemps aussi, on travaillait avec des bases de signatures, sauf qu'on s'est aperçu donc la base de signature, c'est, il y a un logiciel qui rentre, on va dire un exécutable qui rentre, on regarde dans la base de signature si on l'a, malveillant, si on l'a pas, pas malveillant ou en tout cas on ne le sait pas et on le laisse passer. Et avec, la croissance énorme du nombre de logiciels malveillants et ou d'éléments malveillants sur les ordinateurs qui sont apparus au cours des années, on s'est très rapidement aperçu que, la base de signature, ça avait une limite. Et pour ça, on a créé des éléments qui nous ont permis déjà depuis 1998 avec, on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, mais des algorithmes, d'avoir ce qu'on avait nommé DNA signatures, où en fait on s'appuyait non pas uniquement sur une comparaison du code, mais une comparaison du comportement du code avec une base propre. Et ça permettait notamment, parce que les cybercriminels sont parfois, pas toujours, mais parfois feignants, et ils réutilisent beaucoup de codes soit qu'ils ont créé, soit que d'autres ont créé pour faire des nouvelles versions. Et en fait, on ne peut pas, à la fois décemment en termes de volume et aussi en termes de rapidité d'exécution et ou de rapidité de récolte, avoir, connaître tous les virus qui arrivent. Donc, on a créé ces mécanismes qui déjà à l'époque permettait de détecter rapidement beaucoup d'éléments. Et donc, cet antivirus, eh bien, il a un comportement qui fait qu'il va regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort de l'ordinateur, et puis vérifier s'il y a à la fois des codes malveillants, mais également des comportements. Et là, on a le début de l'EDR, c'est-à-dire que l'on va commencer à repérer ce qui se passe sur le système, avec un certain niveau, et on va bloquer les comportements malveillants, notamment si tu as un logiciel qui à la base était légitime, et là je pense en particulier au smartphone, un logiciel qui à la base était légitime et puis qui par des mises à jour devient illégitime, eh bien on va vérifier quelles sont les discussions qu'il a entre le logiciel et son centre de command and control. Et comme il est plus facile de faire de nombreuses versions de logiciels, il est aussi très difficile de modifier les communications entre le C2, le centre de command and control opéré par les cybercriminels, et le logiciel. Et donc, grâce à ça, on va repérer rapidement des trames suspectes qui vont nous permettre de dire hey, là, j'ai vu quelque chose au niveau réseau, reviens sur l'analyse du logiciel et refais-nous une petite analyse logicielle pour voir si finalement ce que tu n'avais pas forcément détecté au départ ne serait pas malveillant. Donc, si je résume, l'antivirus, il permet de détecter un comportement anormal ou un logiciel malveillant. Oui. Et de le supprimer ou de remonter une alerte en disant là, c'est étonnant, merci de regarder parce que ce comportement-là nous alerte. Tout à fait. Donc, plutôt en interne comme... d'ailleurs. Ok, donc il fonctionne comme nos globules blancs en fait. Oui, et surtout, il a un caractère très automatique. Et c'est ça la différence aussi avec le DR, c'est que l'antivirus, généralement, c'est l'éditeur, nous, qui le mettons à jour, le paramétrons, allons tuner, entre guillemets, les règles de détection. Et c'est presque une black box, hein, une boîte noire pour l'utilisateur, qui, lui, va rentrer ses propres exclusions s'il en a besoin. Mais la plupart du temps, il nous fait confiance, on arrête les menaces, on les nettoie, on les met en quarantaine, et généralement, ça se passe plutôt bien. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si vous le mettez à jour hyper régulièrement, ça veut dire aussi que vous devez être à jour de tout ce qui se fait dans le monde de l'attaque et dans je dirais l'innovation autour de l'attaque. Oui, et alors là, on sait qu'effectivement les délinquants sont extrêmement prolixes et qu'ils mettent à jour leurs solutions et ou leurs techniques extrêmement rapidement. Et ça, c'est une discipline que je ne maîtrise pas dans la technique, mais que j'adore, qui est la Cyber Threat Intelligence, le renseignement sur les menaces. Et on a d'excellents chercheurs dans cette discipline. On a la chance, ils sont à Montréal et ils sont francophones. D'ailleurs, on va en avoir un aux assises qui va nous faire le plaisir de venir présenter un groupe d'attaquants qui versent à la fois dans le cyberespionnage à haut niveau et également dans la cyberdélinquance. Et donc, ces chercheurs ont chacun soit une spécialité, soit un domaine de prédilection. Et effectivement, ils se renseignent en permanence avec plein de techniques différentes. Parfois, ce sont leurs propres outils. Parfois, ils utilisent des outils mutualisés. Parfois, ce sont des clients qui partagent et où ils mettent en place des honeypots. Et ça leur permet d'être toujours finalement au cœur de l'action
des nouvelles tendances en cybercriminalité. Et alors du coup, donc vous avez cette possibilité donc de mettre à jour et ce souci d'être toujours à jour pour ne pas vous laisser distancer et pour que, vos clients ne soient pas, attaqués ou ne Voire même subissent pas anticiper. d'attaque. Voire Voilà. même Ah, anticiper voire avec même l'intelligence anticiper. artificielle. Et oui. Et oui, oui. Et alors avec ou sans l'intelligence artificielle, parce que là je veux pas appuyer trop sur le bouton du buzzword, mais je me souviens d'une histoire où j'ai un chercheur qui se demandait s'il n'était pas possible d'attaquer l'UEFI. L'UEFI, c'est le successeur du BIOS et c'est ce Mmh. qui permet à ta machine de démarrer. Et c'est en fait finalement un micro logiciel quoi. Et donc il se demandait s'il n'y avait pas la possibilité de contourner l'UEFI pour pouvoir prendre la main et attaquer et espionner des machines. Et Z a été le premier éditeur à sortir un scanner pour UEFI intégré dans la suite logicielle. Et grâce à ça, on a découvert le premier logiciel malveillant in the wild, dans la nature, qui visait l'UEFI. Et là, on a vraiment été précurseur en mettant une barrière finalement là où il n'y en avait pas et où on pouvait se dire qu'il n'y en aurait peut-être pas. Donc c'est presque un peu, d'imaginer les attaques futures. Ah complètement, ça fait partie d'ailleurs les scénarios catastrophes, et les attaques futures, c'est quelque chose qui fait partie du domaine d'expertise d'ailleurs je pense de toute personne en cybersécurité. Peut-être un petit côté maso dans la profession mais c'est vrai que les scénarios catastrophes, ça fait partie de ce qui nous mène à réfléchir beaucoup. Alors moi, j'aurais plutôt dit, c'est l'idée de créatif, en fait. Alors, bah, si c'était le cas, en tout cas, moi, j'écrirais des bouquins, mais j'ai pas le talent pour ça. J'ai plus le talent pour imaginer des scénarios catastrophes que de les mettre en scène et en faire un blockbuster. Alors, pour revenir à votre solution, aujourd'hui, tu le disais, on peut, tout à fait, protéger un ordinateur. C'est peut-être moins naturel de protéger, sa tablette et son téléphone portable. Cependant, votre particularité aussi, c'est d'être disponible quel que soit l'outil, quel que soit, donc quel que soit l'outil, c'est-à-dire quelle que soit une tablette, un ordi, un téléphone, mais aussi quel que soit le système d'exploitation sur lequel on est. C'est-à-dire, Linux, c'est OK. C'est OK. Et d'ailleurs, Microsoft. je trahirai pas de secret en disant que nous protégeons la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que les ordinateurs des gendarmes sont protégés par notre. Alors, on va dire antivirus, mais on mettra un petit bip à chaque fois qui remplacera ce mot-là par soit par suite de sécurité, soit par protection du poste de travail. Et leurs machines sont alors, de mémoire 90% sous Linux. OK. Donc Linux, c'est OK. Android, c'est OK. C'est OK, macOS sans problème. et Microsoft. Ah, évidemment, évidemment. OK. Du coup, ça veut dire que vous avez tout ce qui est disponible et vous êtes Ah, adapté à tout. c'est ça, peut-être quasiment tout. Il y a certainement des systèmes d'exploitation, soit vieillissants, que malheureusement on peut trouver encore, je pense au monde bancaire ou à d'autres grandes organisations un peu spécifiques. Mais d'une manière générale, de toute façon, plus personne ne les protège et on croise sur tous les doigts généralement pour ne pas y toucher et que ça continue de tourner sans que ça tombe. Donc OK. oui, aujourd'hui, tout ce qui tourne est protégé. Et d'ailleurs, on vient de sortir une version pour Google Workspace, hein, donc la suite collaborative de Google, donc Gmail, les documents, le Drive, etc. On protège aussi très bien SharePoint, Teams, OneDrive. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de la détection antivirus ou anti-spam sur les messages. Ça va plus loin que ça parce qu'on s'est aperçu d'ailleurs assez récemment qu'il y a eu des découvertes d'attaques, soit avec des OneNote, soit avec des attachements qui permettaient de rentrer dans Teams et qui ensuite voilà, essayaient de diffuser des menaces. Et du coup, là, on parle pas du point zip, par exemple. Bien entendu, on en parle, mais on en parle comme on parlerait d'autre chose finalement. OK, OK. On parle pas des noms de domaine avec un point zip, hein, on Ah, adore. on parle pas des noms de domaine. Non, 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 bien sûr, non, 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 non. OK. Levons la vigilance sur les noms de domaine. Exactement. Alors, je vais être désagréable. Pourquoi on mettrait EZ là où on a déjà des constructeurs ou des éditeurs qui ont
implémenter un antivirus? T'as vu, je suis hyper désagréable. Mmh. J'aime bien ce côté désagréable. Ça doit être, Tu ça doit être m'inquiètes. scénario catastrophe, côté désagréable, mais sinon tout va bien et en fait, on a plusieurs caractéristiques. La première, c'est, d'être, très efficace en termes de recherche et d'être très léger. C'est-à-dire que les administrations, par exemple, ou tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, apprécient nos solutions parce qu'elles ne vont pas venir, prendre 80 du CPU, par exemple, ou de la mémoire pour travailler, mais laisser cette mémoire et CPU disponibles pour des usages, bureautiques ou autres. Hem Et ensuite, on a une gestion, qui se fait aussi, soit dans le cloud avec une console qui est hébergée, sur des clouds publics, soit si le client le désire et c'est le cas par exemple avec des environnements un peu contraints, le client peut aussi installer chez lui les solutions. Ce qui veut dire qu'il en reste, maître, et qu'il a une certaine souveraineté par rapport à ses solutions. Et d'ailleurs, on avait interviewé la gendarmerie, qui nous avait fait le plaisir de faire un témoignage vidéo et il nous avait dit: «Nous, ce qu'on aime avec EZ, c'est que, le jour où ça nous plaît plus, on appuie sur un bouton et on l'enlève, en fait». Et finalement, cette, facilité d'installation, de déploiement, mais aussi, de désinstallation, ça montre comment dire? Une, un état d'esprit qui est que, ça s'installe bien, mais ça s'enlève bien aussi. C'est propre, c'est un «bon logiciel» entre guillemets, du point de vue du code en fait et du respect de son intégration dans le système d'exploitation. Alors justement, donc si c'est facile, ça coûte combien? Parce que du coup, si c'est facile, est-ce que c'est cher? Pas spécialement. Je pense qu'on est dans un bon rapport qualité-prix. Là, je laisserai les marketeux, répondre, mais on a une analyse du marché, et par rapport au marché, on se situe dans la moyenne. Voilà, OK. donc Du si coup, tu as ça un veut dire parti que ça veut vas-y. dire que, en gros, vous avez une licence annuelle, si c'est en fonction du nombre de licences, enfin voilà, il y a un calcul un peu comme ça? Et Oui. du coup de la taille, du périmètre, de licences à déployer? Oui, oui. Alors le nombre d'appareils et alors on a OK. et là, tu vois, je disais que parfois les cybercriminels étaient feignants et nous, on a peut-être aussi un petit côté, soit feignant, soit simpliste. Mais, quand tu es une entreprise ou un particulier, tu prends le nombre d'appareils, Windows, Mac, Linux, Android, serveur et cetera Mmh. et puis, tu additionnes tout ça et ça te donne un nombre de licences et ce qui te donnera au final un prix. D'accord. Voilà, donc c'est très simple. Ce que l'on voit dans le modèle de licence, ça c'est un point qui est important, c'est son évolution. Effectivement, 1 an, 2 ans, 3 ans, on est même des fois allé jusqu'à 5 ans, parce que certaines administrations nous le demandaient. Mais c'est pas le plus fréquent. Mais ce que l'on voit, c'est surtout une modification de la tarification à l'usage. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment une modification importante. Tu as un stagiaire qui vient au mois de juillet et d'août, et ben, tu rajoutes 2 licences et ça te fait X. Alors là, je pense qu'on est en centimes d'euros peut-être ou en euros. Ça te fait X euros par mois supplémentaires pendant 2 mois. Le stagiaire s'en va, et ben, tu appuies sur moins et tu enlèves son usage et tu revalorises comme ça, mensuellement ton contrat et ton paiement. Et ça, cette souplesse, elle est, extrêmement appréciée, des boîtes agiles notamment, qui ont alors tout le monde n'a pas forcément besoin d'ajouter et d'enlever des postes comme ça chaque mois, mais il y a beaucoup de boîtes agiles pour qui c'est un élément, un critère de choix important. OK, ça veut dire que, je l'installe, je le désinstalle, facilement pour, toujours, suivre une facturation qui colle à mon besoin, en fait. C'est ça que tu dis? C'est vous C'est ça. payez que ce que vous avez besoin. Donc vous enlevez des postes, un collaborateur s'en va, il avait un téléphone et un ordinateur, bah, ça suspend ou on arrête la licence pour ces 2 outils. Très clair. Comment ça veut dire que si on veut le mettre, mettons, on est sous licence du marché d'un très gros, comment ça se comporte? Parce que on a des ordinateurs qui aujourd'hui ont parfois déjà un antivirus d'implémenté. Comment du coup comment ils se comportent tous les deux? On désactive l'un pour réactiver l'autre ou les deux vont se tolérer? Je connais déjà la réponse, mais je la pose quand même.
voilà, 2 antivirus, ça fait un virus, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu ça, dans la machine. Alors le résultat peut ressembler à un virus parce que, effectivement quand tu Ça marche plus. ça marche plus, c'est tout à fait, extrêmement ralenti. Même si on pourrait se dire qu'aujourd'hui un virus alors et là je pense, je sais pas moi, un virus espion type, tu sais Pegasus, qui s'installe sur des téléphones et qui écoute les grands de ce monde, l'objectif c'est d'être inconnu, furtif comme on dit. Donc un virus qui ralentit ta machine, c'est un peu old school quand même. Mais effectivement, quand tu as deux logiciels de sécurité de type antivirus sur une machine, la plupart du temps, en fait, il faut être le premier à intercepter les informations et donc être en haut des piles. Et donc, on se bat pour être le premier en haut de la pile, pour avoir l'information le plus vite possible. Et comme les deux antivirus logiciels essayent de faire ça, bah, généralement, il y a conflit. Ils Donc, il faut s'entrechoquent. les installer. Ils s'entrechoquent et c'est le choc des titans et il faut désinstaller OK, soit l'un, soit l'autre, il faut choisir. OK, c'est hyper clair. On arrive, à la fin du podcast. À quoi tu as envie de dire non? Hem, j'ai envie de dire non, je dirais au fatalisme et là je reprends, effectivement, ma casquette scénario catastrophe et fais-moi mal. Mais en fait, non, je dis non à ça parce que c'est vrai qu'on est dedans en permanence, et encore moi je ne gère pas les risques d'une grande entreprise. Mais effectivement c'est dans le milieu de la cyber, on baigne énormément là-dedans. Et donc, il faut réussir à quand même en tirer des bons côtés. Et tu vois, en faisant le bilan de l'été, là, j'ai vu qu'il y avait eu une arrestation en Angleterre d'une personne présumée du groupe Lapsus, groupe rançongiciel, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a été arrêté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et le FBI a mené une opération internationale qui a visé à démanteler QuakeBot. C'était 700 000 machines zombies dans le monde, dont 26 000 en France. Bah, voilà, des bonnes nouvelles quand même. Et donc, non au fatalisme. Et il faut garder, voilà, faut conserver espoir et continuer d'avancer malgré tout. Et alors, à quoi tu as envie de dire oui? Et tu peux pas répondre, j'ai envie de dire oui à Nice 2. Pourquoi? Non, alors je l'aurais pas dit, mais j'y pense très fort. Je dirais oui. Oui à l'accompagnement et oui à se faire à être entouré. Tu vois, moi je suis vraiment tourné sur 3500 partenaires, cybermalveillance, e-enfance. On est aussi on travaille, enfin on travaille, on met de l'énergie à essayer de faire en sorte que tout ce qui est cyberharcèlement et parentalité numérique, si on veut le voir du bon côté, eh bien, prennent une part de plus importante dans la vie des gens. Encore une fois, pour pas tomber dans le fatalisme, mais pour appréhender le numérique et en faire une force. Et donc, bah, je dis oui au fait qu'il faut s'entourer et coopérer, en fait, travailler ensemble et faire en sorte que voilà, le numérique, ça soit une chance et qu'on puisse en tirer des bénéfices plutôt que des dommages. Je suis tellement d'accord. Et il Voilà. faut se former pour ça, Sensibiliser les gens, se former, se tenir au courant, partager, à s'intéresser. participer à des podcasts, écouter des podcasts. Merci en tout cas Benoît, c'était hyper chouette que tu viennes au micro de la Robe Numérique. Et effectivement, on s'est rencontrés sur l'événement e-enfance qui a été organisé au Parc des Princes. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment une bonne cause, la sensibilisation, l'accompagnement. Donc autour de ces sujets qui sont parfois un peu techniques, j'espère qu'on n'a pas rendu trop technique l'antivirus aujourd'hui. Je crois que c'est bon, je crois que c'était clair. Merci infiniment Benoît et à très bientôt. Merci pour ton invitation. À bientôt.